que ces deux personnages méritaient que nous leur accordions notre réflexion. Et nous avons intitulé le live de ce jour « Les intellectuels à l'épreuve du tribalisme et des conflits d'appartenance. Les cas du docteur Fridolin Kay et le professeur Nkunvondo. » Non, ce n'est pas à dire que ces deux personnages soient les seuls à nous intéresser ou soient les seuls à être impliqués dans des postures que nous qualifions de postures de replis identitaires ou de tribalisme, mais c'est que ces deux personnages quand même, dont la présence à la fois sur les médias, dans les médias, mais également sur les plateformes, nous aura intéressés. Je voudrais tout de go lever certaines équivoques. Il me semble important de préciser certaines choses. Lorsque nous préparions cette émission, parce que j'ai toute une équipe qui travaille avec moi, j'ai l'un de mes collaborateurs qui m'a dit il fallait ajouter le professeur Baebek, comme pour me signaler que le professeur Baebek est lui aussi de ces intellectuels tribalistes. Il faut peut-être préciser qu'en journée, dans une émission, notamment qui s'est déroulée sur Canal 2, j'ai personnellement suivi le professeur Baebek défendre de manière vigoureuse la cause des Bassa. Est-ce cela le tribalisme? Nous allons le voir. Qu'est-ce que nous reprochons à certains intellectuels? Nous allons le préciser ici. Alors, quelques faux présupposés qu'il faut clarifier. Je vous disais qu'un collaborateur m'a fait remarquer qu'il fallait rajouter le nom du professeur Baebek. Je lui ai dit que ce n'était pas nécessaire et je vais m'expliquer au cours du débat. Mais je voudrais d'abord préciser quelques aspects. Parce que les deux intellectuels que nous avons choisis appartiennent à la même ère communautaire, c'est-à-dire l'ère Ekang-Beti. On peut être amené à penser que nous stigmatisons les Beti, que nous parlons de tribalisme uniquement en nous référant aux Beti. Loin s'en faut. Donc, la première clarification, c'est que je ne mets pas la tribu Beti ou Ekang en index comme étant le moteur du tribalisme au Cameroun. Non, je ne le fais pas, ni aujourd'hui, ni demain, je ne l'ai même pas fait hier. Deuxième faux présupposé à clarifier, je ne dis pas non plus qu'il n'y a pas de véritable opposant Beti, opposant au régime actuel, qui est un régime qui est en majorité dirigé par nos frères Beti. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des Camerounais Beti qui s'opposent de manière sérieuse à ce régime. Je ne le dis pas non plus. Je pourrais citer des cas, mais pour le moment, limitons-nous à ce faux présupposé. Troisième faux présupposé. Je ne dis pas non plus que le régime actuel est tribaliste par définition. Non. Je ne prétends pas que le régime actuel, encore dirigé par M. Paul Biya, président de la République, est un régime tribaliste par définition. Je ne le dis pas. Ça ne fait pas partie de ma logique de cette affaire. Je ne dis pas que les Beti ne sont pas victimes, ça c'est le quatrième présupposé. Je ne dis pas que les Beti ne sont pas victimes, eux aussi, du tribalisme de la part des autres. Je ne le dis pas non plus. Enfin, je n'invite pas à une fatwa contre les Beti. Quand je l'ai dit, je reviens sur les points qui me semblent importants. Ce que nous appelons tribalisme peut exister de manière tout à fait naturelle chez les individus, mais surtout de manière culturelle. Ce que nous allons mettre en index ici, c'est l'instrumentalisation politique
de la tribu comme moyen de lutte. C'est l'instrumentalisation politique de la tribu comme moyen de lutte politique, évidemment. Et pourquoi nous nous arrêtons sur le cas des intellectuels? Nous nous arrêtons sur le cas des intellectuels parce que nous estimons qu'ils ont des outils pour ne pas céder à une forme de chantage émotionnel auquel pourrait facilement céder le commun des mortels. On peut prendre un kidam et lui agiter l'affection tribale et le gagner à une certaine cause. Mais l'intellectuel a quand même les outils qui lui permettent d'avoir un jugement plus équilibré. Nous avons assisté ces jours derniers à des revirements spectaculaires. Deux de ces revirements ont retenu notre attention. Simultanément, nous allons parler des deux individus, des deux personnes, des mêmes personnalités, le professeur Nkumvondo et le docteur Fridolin Nke. Le plus spectaculaire des deux étant évidemment le docteur Fridolin Nke. Mais parlons simultanément des deux. On pourrait me dire en quoi le professeur Nkumvondo a fait un revirement. Non, le professeur Nkumvondo offre son appareil politique, que nous appelons le Parti Univers, au candidat Akeremouna. Mais dans le même temps, c'est lui qui veut diriger la campagne de Akeremouna, qui veut donner les orientations idéologiques à Akeremouna. Il faut préciser ici que lorsque Akeremouna ou un autre va vers un parti politique, ce n'est pas forcément pour épouser l'idéologie de ce parti politique. Non. On ne peut pas épouser l'idéologie d'un parti politique à quelques jours d'une élection. Ce n'est pas vrai. Parlons de manière sérieuse. On ne peut pas adhérer à un parti politique juste à l'occasion d'une élection. Mais ces personnalités utilisent cette technique pour contourner des écueils qui sont dressés sur leur voie par le parti au pouvoir, qui vous oblige, d'une part, à obtenir, si vous n'avez pas un parti politique ayant des élus, à obtenir 300 signatures de 30 personnalités bien définies par région. Sachant que ces personnalités, pour la plupart, sont rattachées d'une manière ou d'une autre au parti au pouvoir et qu'elles refuseront le moment venu de vous donner ces signatures. La voie de la candidature indépendante est donc une voie piégée. Il vous reste la voie des partis dits Yango, par un intellectuel camerounais pour ne pas le nommer, le professeur Mathias Eric Owonangini. Alors, vous allez donc prendre l'appareil politique d'un individu juste à l'occasion de l'élection présidentielle. Et il est probable que vous vous sépariez juste après cette élection. D'où vient-il que parce que vous avez emprunté cet appareil, et quelquefois c'est soumis à des conditionnalités, je ne veux pas en dire plus, mais d'où vient-il que parce que vous avez emprunté cet appareil, qu'on vous contraigne à adopter une certaine ligne? C'est-à-dire, dans le cas d'espèce, le professeur Nkumvondo croit qu'il a le pouvoir d'empêcher le candidat Akeremouna de faire des alliances avec d'autres candidats à l'occasion de l'élection présidentielle. Mais ce n'est pas Nkumvondo qui est candidat. Mais pour le comprendre facilement, si Akeremouna venait à être élu, les Camerounais auraient fait confiance à Akeremouna, pas à Nkumvondo. Et il est possible, on l'a vu en France avec Macron, il est possible qu'après son élection, Akeremouna s'offre à lui-même un appareil politique et se sépare à travers un gentleman agreement avec son
collaborateur politique d'avant les élections. Non, je fais ce détour pour revenir à quelque chose. À la vérité, le professeur Nkumvondo est un infiltré de l'opposition qui sert certains intérêts et qui a pour rôle de capter certaines énergies pour les disperser le moment venu. Et il lui a semblé qu'il n'était pas de nature à assurer la bonne marche de son plan. Parce qu'une fois que Akeremuna commence à vouloir s'attacher les services ou bien à vouloir faire alliance avec un tel autre, Nkumvondo se rend compte que cette alliance pourrait aller contre les intérêts de ceux qui l'ont envoyé infiltrer l'opposition. Je l'ai suivi aujourd'hui, mais j'étais totalement abasourdi de voir un opposant dire systématiquement que le candidat de l'opposition, qui est présenté comme un des plus importants, Issa Chiroma Bakari, ne pouvait pas avoir réuni tous les PV des différents bureaux de vote et donc ne pouvait pas être au courant d'une victoire quelconque. Cela n'est pas l'objet de notre débat. Mais que ce soit un opposant, vous comprenez les guillemets que je mets, qui soit en train d'avoir totalement la posture d'un RDPCiste, cela nous pose problème. Mais à côté de ça, nous voyons bien une meute de personnes envoyées par le camp qui s'oppose à l'opposition, affirmer sans ambages que le candidat du parti au pouvoir a gagné l'élection. Et quand eux, ils l'affirment, ils ne sont menacés de rien. Non, que ce soit les hommes de médias ou d'autres. Vous avez d'ailleurs suivi la publication de certains résultats entre guillemets, des bureaux de vote par un homme de médias, qui donnait systématiquement 100% au candidat Paul Biya dans tous les bureaux de vote d'une certaine circonscription. Mais toute honte but. Cela n'a offusqué personne. Ce qui est inacceptable, c'est qu'un candidat de l'opposition fasse pareil. C'est-à-dire, si vous avez 100% partout, vous avez gagné, vous n'avez plus besoin de le dire verbalement. Encore qu'aujourd'hui, moi j'ai suivi des représentants du RDPC sur les plateaux dire que le président Paul Biya a gagné l'élection. D'ailleurs, l'un d'entre eux, un homme de médias, a dit que pour éviter tout conflit après les élections, nous devrons nous soumettre au verdict prononcé par le Conseil constitutionnel. Et il est allé plus loin en précisant qu'à cette date-là, le Conseil constitutionnel dira que Paul Biya a gagné l'élection de 2025 et que cela sera légal. Toute autre discussion qui viendrait après sera illégale. Il n'a été menacé de rien. Sur le même plateau, il a suffi que son copanéliste lui dise que si les choses ne se passent pas de cette façon-là, le peuple pourrait se soulever pour que lui, qui n'a aucun pouvoir, menace le copanéliste d'être poursuivi. Est-ce que nous observons cette politique de 2 poids 2 mesures? Revenons donc à ce qui est notre problématique de ce jour. Pourquoi je pense qu'il y a instrumentalisation ici auprès des intellectuels de la tribu comme moyen de lutte politique et pourquoi je prends les deux cas? Vous savez, il existe un discours commode que ceux qui sont en difficulté prêchent souvent. Les membres du parti au pouvoir ajustent leur discours aux personnes qui sont en face d'elles, ou d'eux. C'est-à-dire que si vous êtes un individu petit, Fangbeti et Kangbeti, on a tendance à vous dire que si le président Paul Biya n'est plus président du Cameroun, les Bétis vont en pâtir.
Je tiens à dire que c'est un gros mensonge. C'est de la manipulation pure et simple. Et donc, on dit à certains petits qu'ils perdraient tous les privilèges si le président Paul Biya n'était plus président de la République. Mais là, je m'adresse d'abord à mes frères Betty, parce que moi, je suis Betty par alliance. Ma maman est une épouse, elle épouse d'un étone. Mes autres frères sont des étones, mais je suis même Betty plusieurs fois. J'ai des enfants avec des femmes Betty, ainsi de suite. À mes frères Betty, j'aurais pu m'adresser à vous en néondo, mais je vais le faire en français. Paul Biya a 92 ans, bientôt en février 93. De vous à moi, Paul Biya viendra à disparaître un jour. Et quand il va disparaître par la force des choses, est-ce que les Betty vont disparaître? Ou alors, mes frères Betty, nous imaginons que quand Paul Biya ne sera pas là, il faudra forcément qu'on mette un Betty pour que les Betty n'aient pas de problème. Est-ce qu'on peut dire que Paul Biya a régné pour les Betty? Non. Ça aussi, c'est un faux présupposé. Paul Biya a eu son règne de 43 ans jusqu'à présent. Il y a eu de l'heure, il y a eu du malheur. Il y a eu des choses bien faites, il y a eu des choses très mal faites. Les Betty ne sont pas comptables de ce que Paul Biya a fait de ses 43 ans de pouvoir. J'irai même plus loin. Même la famille nucléaire de Paul Biya n'est pas comptable de la gestion qu'il a eue de l'État en 43 ans. Donc, je peux tolérer qu'un kidam cède à une telle manipulation. Mais qu'un intellectuel se retrouve en train de dire que si un Magida gagne l'élection, les Betty sont morts. Mais il faut avoir perdu le sens pour réfléchir ainsi. J'indexe donc en premier lieu le docteur Fridolin Nkeh, dont nous avons admiré la lutte. Nous avons vu le docteur Fridolin Nkeh à l'ouvrage. Quelques-uns d'entre nous avons même estimé des fois qu'il en faisait trop. Moi, je n'ai jamais approuvé le langage du docteur Fridolin Nkeh. Vous vous rappelez, j'ai eu un dernier plateau avec lui, plateau au cours duquel il s'est permis d'insulter la première dame. Il a dit que le Cameroun était géré par 2 paires de seins, ça veut dire 2 femmes, indexant ainsi la première dame et l'épouse du DG de la SNH. C'est des propos que personnellement j'ai trouvé trop osés et même discourtois. Moi je ne parle pas de cette façon-là. Mais ce monsieur qui allait jusqu'à ce point-là finit par vous dire, et ce jour, il faut encore préciser, j'ai acheté auprès de ce monsieur 2 jets d'ouvrages. Mais je ne vais pas vous rappeler ici les titres des ouvrages. Encore le contenu. L'un des ouvrages a pour titre Paul Biya, l'ange du chaos. Et que, quelque temps avant l'élection ou après le vote, le docteur Fridolin Nkeh nous dit « Je déteste le régime de Paul Biya, mais je préfère Paul Biya à Issa Tiroma. » Si ce n'est pas un repli identitaire, si ce n'est pas un conflit d'appartenance, qu'est-ce que c'est? C'est simplement qu'on a trompé Nkeh en lui disant que le Magida là représente un danger pour les Betty. Mais c'est comment on peut bâtir une nation en parlant et en réfléchissant ainsi, mes frères? Mes frères Betty, qui peut nous assurer que nous pouvons encore tenir le pouvoir politique au Cameroun pour longtemps en nous basant sur la tribu? Est-ce que c'est la meilleure façon de réfléchir? Si j'avais un conseil à donner aux non-Betty, je leur dirais, pour sortir de cette première phase, qu'aucun Camerounais désirant diriger le Cameroun ne doit mettre en idée que devenu président, il va se venger des Betty. Si un Camerounais réfléchit ainsi, déjà il n'est pas un homme d'État de la stature dont nous avons besoin pour gérer le Cameroun, mais encore, c'est une fausse piste qui ne peut aboutir qu'au chaos.
Les Betis ont des qualités comme chaque communauté a des qualités. Si nous devons mettre ici en avant les qualités des Betis, je dirais aux Camerounais que seule l'hospitalité des Betis justifie que personne ne veut détruire ou s'attaquer au clan des Ekang-Betis. Je vous assure. Et même du point de vue stratégique, ce n'est pas intelligent. Mais plus encore, une nation qui veut se bâtir ne se bâtit pas sur les rancœurs, sur la chasse aux sorcières, sur les vengeances. Une nation qui veut se bâtit dans la prospective. J'en viens à la personne du professeur Nkoum Vondon. Le professeur Nkoum Vondon, avec lequel nous avons cheminé dans la lutte politique, moi comme acteur de la société civile et des médias, lui comme acteur politique direct et du monde universitaire, j'ai eu l'impression à des moments que j'avais affaire à un Béti qui était un intellectuel débarrassé des œillères. Quand nous échangeons, je ne voyais pas quelqu'un qui défendait la tribu. Je voyais quelqu'un qui défendait le bon sens. Mais je me suis trompé. Je me suis trompé parce que lui aussi s'est laissé prendre au piège d'un gros mensonge. Nous soulignons ce mensonge ici. Biya n'a accordé aucun privilège spécial au clan Ekang-Beti. Et les Ekang-Beti ne sont en rien responsables du bilan de Paul Biya. Je le dis de manière péremptoire. Aucun Ekang-Beti ne devrait donc, par solidarisme primaire, croire qu'il faut défendre à tout prix Paul Biya de peur que quelqu'un d'autre vienne le tuer. Personne ne tuera les Betis. C'est faux. On fait de la manipulation. Pure et simple. Personne ne s'attaquera ni aux Betis, ni même à la famille de Paul Biya. Parce que, stratégiquement, ça n'a aucun sens. Donc, quelqu'un comme Nkoum Vondon, peut-être pour d'autres raisons, sait-on jamais, peut-être des raisons de carrière, mais il est déjà professeur titulaire. Bon, la carrière aussi, c'est les postes. Peut-être pour des raisons pécuniaires ou autres, mais surtout en agitant la fibre émotionnelle, sentimentale et tribale, on lui aurait dit, viens à la rescousse, les Betis sont en danger. C'est ce que j'ai appelé l'instrumentalisation politique de la tribu. Et j'ai indexé ici des intellectuels. J'ai indexé les intellectuels parce que cette instrumentalisation a cours dans toutes nos tribus, mais elle ratisse large au niveau de la classe moyenne. Je vais vous dire, moi je suis Bassa et spécifiquement d'Union Ekele. J'ai suivi des gens dire dans l'Union Ekele, votons Cabral ce tour-ci parce que c'est notre frère. Votons-le quand même. Bien que dans l'Union Ekele, Cabral ne jouisse plus beaucoup de l'affection de ses frères. Mais ses frères ont estimé, pour certains d'entre eux, qu'ils ne pouvaient pas voter quelqu'un d'autre. Mais il y avait d'autres enfants d'Union Ekele, hein, peut-être pas. Docteur Bouga est aussi d'Union Ekele. Ils ont jeté leur dévolu sur Cabral comme étant leur fils représentatif. Ce qui veut dire que ce que je disais des Betis, voilà comment ça s'est manifesté aussi dans la communauté Bassa. Mais je n'ai pas vu d'intellectuels Bassa d'un certain niveau dire que si on ne vote pas Cabral, les Bassa sont perdus. Je ne dis pas que les intellectuels Bassa ne le feraient pas. Au contraire, ils le feraient. Dans quelles conditions? Les intellectuels Bassa le feraient si Cabral était déjà président et que ces intellectuels aspiraient à leur propre compte à jouir de l'État. Ils viendraient donc manipuler le peuple en disant que le seul qui peut nous sauver, c'est Cabral. Mais voyez l'inanité, l'absurdité du tribalisme. Quand la ministre Ketia Kourtez
va défendre le RDPC dans le Ndé à Baganté. Qu'est-ce qu'elle dit là-bas? Quand la sénatrice Mami Nyanga va défendre le RDPC à l'ouest chez elle, qu'est-ce qu'elle dit là-bas? Peut-elle aller tenir le même discours que son frère du RDPC, frère entre guillemets, du sud, des Boloba de Sangmelima? C'est-à-dire aller dire aux populations de l'ouest, votez Biya parce que c'est un bêtis? Non. Vous voyez donc que quand Kecha ou Mami Nyanga iront faire la campagne chez eux, chez elles, le discours va s'adapter à ce qu'on a en face. Quand on va leur dire que mais pourquoi nous devons voter un bêtis, elles vont dire aux populations, non, vous ne votez pas un bêtis, vous votez un Camerounais qui peut bien diriger tous les Camerounais. Pourquoi quand le représentant du candidat Paul Biya se retrouve dans le sud, le centre ou l'est, il se croit obligé de dire aux populations de là-bas de voter Paul Biya parce qu'il est petit et quelque chose arriverait au petit? S'il y a donc risque que quelque chose arrive au petit, si Paul Biya n'est plus là, les autres tribus seraient en légitimité de penser que si Paul Biya continue d'être là, elles sont en danger, notamment les Magida comme vous les appelez. Mais les Magida peuvent aussi dire que parce que Tiroma a très mal challengé Biya, s'il ne venait pas à être installé comme chef d'État, les Magira subiraient les petits par la personne de Paul Biya. Et si les Magida refusent donc de subir Paul Biya, qu'est-ce qu'on fait? Je crois que ce pays aura besoin, à un moment donné, des médiateurs de la République. C'est-à-dire des hommes dont la rectitude morale ne souffre d'aucun doute. Qui soient capables de réconcilier le peuple demain. Parce que nous sommes en train de créer de profondes blessures dans l'harmonie de ce peuple. En instrumentalisant la tribu à la manière vénale dont on l'observe, nous creusons des plaies à l'intérieur des plaies existantes. Si nous aspirons au changement, ce qui est légitime, nous devons dans le même temps avoir l'humilité de reconnaître que nous sommes un jeune État et que la construction de cet État demande beaucoup de retenue, à la fois dans les paroles et dans les actions, dans les attitudes, dans les sentiments et dans les émotions. Et les intellectuels doivent jouer un rôle de surplomb. Ils ne doivent pas descendre si bas. Docteur Fridolin, que je le dis de manière péremptoire, a agi de manière nombriliste, identitaire et irrédentiste. Allez le lui dire comme ça. Il y a un aspect que j'aurais dû évoquer au début de ce live, mais que je vais me permettre d'évoquer. Il nous revient tout le temps que ceux qui soutiennent les candidats de l'opposition, et notamment le candidat Issa Tiroma, doivent faire attention. Je veux dire ici que je ne crois pas que ce soit le président Paul Biya, président sortant et candidat, qui envoie les gens menacer les gens. Vous avez déjà suffisamment de personnes et de personnalités représentatives qui disent beaucoup de bien, même en mentant, du RDPC. Vous n'avez pas besoin d'inféoder tout le monde à votre parti. C'est aussi ça, la démocratie. Votre champion a dit qu'il aimerait qu'on garde de lui, que c'est lui qui nous a laissé la démocratie et la prospérité. La prospérité, il n'y en a pas du tout. La démocratie, si vous nous l'enlevez aussi totalement, même au niveau de la parole, vous aurez détesté ce monsieur à tel point qu'il ne nous aura rien laissé. Ce n'est pas Paul Biya qui vous envoie intimider les gens, menacer de tuer les gens, menacer d'embastiller les gens. Et donc, moi, je passe là un message clair à ceux qui essayent de me menacer. J'essaie de vous dire que le discours qui est le mien n'est pas un discours séparatiste. C'est un discours de conviction. Et dans cette conviction-là, mon intime conviction
est que votre candidat n'est pas le mieux placé pour gérer le Cameroun. Maintenant, vous avez des gens qui estiment que votre candidat est le mieux placé pour gérer ce pays. C'est aussi leur liberté de penser ainsi. Mais nous sommes dans ce que nous voulons appeler état de droit. Nous sommes dans ce que nous voulons appeler état de droit. Et si c'est dans un état de droit, j'ai le sentiment que les gens de YouTube ne nous suivent plus parce que là, il faut vérifier. Donc, si nous sommes dans un état de droit, il est important que chacun s'en tienne à ses convictions et il respecte celles de l'autre. Nous ne devons faire ni dans l'injure, ni dans les menaces, ni dans les intimidations et autres, ni dans la tuerie. Pourquoi devons-nous en arriver là? C'était un petit point à résoudre. Maintenant, il y a le dernier pan de l'analyse qui est la mienne. Comment assurer la paix au Cameroun après ces élections? Cette question me semble de la plus grande importance. Et je l'aborde aujourd'hui à la suite de certaines interventions que j'ai suivies dans les médias ce jour. Des gens ont fait des tas de propositions, les unes aussi intéressantes que les autres, mais quelques-unes loufoques, quelques-unes empreintes de suffisance et de mépris. Je veux dire, on n'a pas besoin de mépriser qui que ce soit en cette période-ci. C'est un moment important. C'est un moment grave qui se présente à nous. Et ceux qui ont un peu de sagesse doivent anticiper pour qu'on ne dise pas demain que si on avait su. Le Cameroun traverse un moment hyper important, un moment sensible. L'élection de 2025 s'est déroulée dans le calme, dans un calme relatif. Mais quelques heures seulement après le déroulement de cette élection, des phénomènes particuliers ont attiré notre attention. La publication des résultats par bureau de vote s'est faite d'une manière un peu bizarre, donnant pour quelques-uns une primauté au candidat sortant Paul Biya, mais pour d'autres, donnant au candidat du FSNC le dessus sur le candidat Paul Biya. C'est allé dans tous les sens, chacun y allant de ses propres convictions. Malheureusement, la suite des événements ne semble pas aussi heureuse que nous l'aurions souhaité. Le candidat Issa Tiroma s'est déclaré vainqueur de l'élection présidentielle 2025. Personnellement, nous estimons qu'il n'aurait pas dû le faire de cette façon-là. Mais, dans le même temps, même si la faute commune ne crée pas le droit, dans le même temps, les suppôts du candidat du RDPC ont laissé croire que, comme par le passé, le candidat du RDPC avait écrasé littéralement tous les autres candidats. Déclaration contre déclaration. On n'a pas besoin que ce soit le président de la République qui le dise. Mais quand ces plus grands affidés prennent l'espace public et font des déclarations, lorsque les gens agissent de manière très assurée, je ne veux plus citer ici le sulfureux que j'ai cité plusieurs fois, qui prévient, qui menace un candidat, qui lui dit qu'il ira le chercher dans son domicile, les portes de son domicile ne sont pas blindées, ainsi de suite. Lorsque ce monsieur dit que l'opposition représente le coton sport de Garoua,
tandis que le candidat du parti au pouvoir représenterait le Real de Madrid, et que s'il y a match entre les deux, on sait qui va gagner. Il ne faut pas plus pour dire qu'il a déclaré de son côté également que le candidat du RDPC avait gagné l'élection. Et ce n'est pas une voix des moindres. Non, il faut ramener les esprits au sol. Il faut revenir à la bonne et juste raison. Il y a eu une élection. Il y a des remous. Il faudrait que ceux qui sont chargés du processus électoral jusqu'à la proclamation donnent toutes les garanties et les assurances que le processus est tout à fait transparent. Et ces garanties et ces assurances ne sont pas difficiles à obtenir. Il faut que la vérité des urnes s'exprime. Première chose. Deuxième chose, ceux qui ont intégré dans leur tête qu'ils sont tellement habitués au chef d'État actuel et qu'ils n'envisagent pas que le Cameroun, un jour, puisse avoir un autre chef d'État, il faut vous enlever ce genre d'idée de la tête. Le Cameroun aura un jour un autre chef d'État. Il faudra bien vous y faire. Il arrivera un moment où, ça peut être à cette élection, ou plus tard, où Paul Biya ne sera plus le président du Cameroun. Mais le Cameroun ne va pas s'arrêter. Et les institutions ne vont pas s'arrêter non plus. Parce que j'ai aussi entendu dans un élan de mépris, les gens, et d'ailleurs d'excès de suffisance, j'ai entendu des gens dire c'est Clément Atangna qui va lire les résultats. Mais Clément Atangna, c'est le président du Conseil constitutionnel. Mais dans leur arrière-plan mental, ce n'est pas ce qu'ils veulent dire quand ils disent que c'est Clément Atangna qui va lire les résultats. Ils retombent dans cette sauvagerie, dans cet ensauvagement dont nous parlions, qui est un repli identitaire primaire. C'est Clément Atangna qui va lire les résultats comme pour dire que c'est un frère de la tribu de Paul Biya qui va lire les résultats. Donc, même si les urnes ont dit que Paul Biya a perdu l'élection, Clément Atangna, lui, pourrait venir dire que Paul Biya les a gagnés. Et comme quand il a lu, c'est une parole d'évangile, on va se taire. Mais attendez, ça peut être une parole d'évangile, tout le monde n'est pas croyant. Il y a parmi nous des animistes. Donc les animistes, ils ne vont pas croire. J'espère que vous comprenez le sens de ce que je dis. Si vous estimez que c'est une parole d'évangile, d'accord, mais la parole d'évangile ne tiendra que pour les croyants. Et elle ne tiendra pas pour les animistes et les non-croyants et les mécréants. Et j'aime vous dire qu'il y a beaucoup de mécréants. Donc, si nous voulons bâtir la paix, nous devons avoir des attitudes d'humilité. Nous devons éviter des attitudes provocatrices. Et la provocation, c'est aussi ce que j'ai décrit. Dire à quelqu'un qu'on pourrait le tuer ou l'embastiller parce qu'il n'est pas d'accord avec des résultats que des gens proclament, c'est des attitudes provocatrices. Il faut éviter de faire dans la provocation. Un autre aspect de la paix possible. Lorsque les résultats auront été proclamés, il faudra de part et d'autre éviter les excès de zèle. Les excès de zèle ici peuvent venir d'un camp ou de l'autre, ou des deux. Nous avons observé une militarisation injustifiée de la ville de Garoua et notamment des alentours et du domicile du candidat Issa Tiroma Bakari. Cela, on l'appelle un excès de zèle. Il faut éviter ce genre de choses. Parce que vous pouvez aller creuser quelque chose qui n'existait pas. Vous pouvez artificiellement fabriquer
quelque chose qui n'existait pas. Donc, cela, je l'appelle un excès de zèle. Mais également du camp de l'opposition, je ne vois que deux voies. Je vois l'attitude d'un peuple qui ne devrait pas être poussé par qui que ce soit, mais qui, à l'occasion, peut décider de prendre ses responsabilités. Ça signifie ce que ça signifie. Un peuple peut décider à l'occasion de prendre ses responsabilités. Ça s'est souvent vu. On a vu des résultats être proclamés et le peuple les a contestés. Rien ne dépasse la volonté du peuple. Rien alors, mais rien ne dépasse la volonté du peuple. Le peuple a le dernier mot. C'est même cela l'essence de la démocratie. La volonté du peuple. La volonté du peuple s'exprime dans les urnes. Et les urnes, lorsqu'on les a ouvertes, doivent traduire de manière claire cette volonté du peuple. Si le peuple a le sentiment que ce qu'on lui dit ne reflète pas ce qu'il a posé comme action, alors le peuple peut poser de nouvelles actions. Cela s'est souvent vu. Et le dire n'est pas le souhaiter. C'est une description, c'est une analyse. Est-ce que vous voulez que nous soyons dans le trou pour que vous commenciez à nous demander des conseils? Parce qu'aujourd'hui, les gens, il y en a qui sont très sûrs de ce qui va se passer. Moi, je fais partie des gens qui, humblement, avouent ne pas savoir ce qui va se passer, ce qui pourrait se passer. Mais j'essaie d'analyser plusieurs perspectives, plusieurs hypothèses. Je dis, si des gens s'apprêteraient à ne pas accomplir la volonté du peuple, qu'ils fassent attention. Parce que le peuple pourrait leur dire non. Ce peuple qui a agi. Maintenant, si la volonté du peuple est de reconduire M. Paul Biya, le peuple qui l'a choisi va se manifester de cette façon-là aussi, pour dire que c'est le candidat Paul Biya. Donc vous voyez que dans mon approche, je n'exclus aucune possibilité. Je n'exclus pas la possibilité miraculeuse, c'est vrai, que Paul Biya soit reconduit, soit élu président pour un 8e mandat. Mais j'intègre aussi la possibilité que le candidat le mieux placé de l'opposition, Issa Tiroma Bakari, puisse être déclaré par le Conseil constitutionnel, qui n'est pas un organe assujetti à la personne de Paul Biya, mais qui est une institution du Cameroun, puisse être déclaré vainqueur de l'élection présidentielle 2025, si tel est le cas. Dans les deux cas, chaque camp est tenu par quelqu'un. Le camp de Paul Biya est tenu par les pontes du régime et tous les affidés et tous les turiféraires et tous ceux qui tirent avantage grossier du régime actuel. Pour eux, laisser Paul Biya partir, c'est signer leur propre arrêt de mort. Parce qu'ils s'imaginent très mal comment ils pourraient continuer, pour certains, dans la gabégie dans laquelle ils sont plongés, pour d'autres, les excès de pouvoir, les abus d'autorité, ainsi de suite. Mais il faut les rassurer. Après Paul Biya, le Cameroun va continuer. Paul Biya ne s'en ira pas avec le Cameroun. Après Paul Biya, le Cameroun continuera. Maintenant, Issa Tiroma Bakari est aussi tenu par ce que je pourrais appeler la plèbe. C'est-à-dire les gens qui n'ont pas de grande position, pour la plupart, les victimes résignées du régime, des personnalités dont la figure a été ternie, ainsi de suite. Toute cette plèbe aussi lui dit que tu es obligé d'aller jusqu'au bout. Aller jusqu'au bout
c'est que si tu gagnes cette élection, que tu en revendiques la victoire. Et Issa Tiroma aussi se sent donc motivé par cette énergie qui lui vient de la plèbe. Dans les deux camps, les tensions montent. Et les tensions sont perceptibles. Elles sont évidentes. Il faut des hommes modérés dont le discours nous évite le chaos. Aucun camp n'est assuré de la victoire. Je ne vais pas parler de la victoire électorale, de la victoire sur un autre camp. L'homme était allé laver le chien à la rivière, le chien a lavé l'homme. Aucun camp n'est assuré d'une quelconque victoire. L'amour de cette nation doit nous pousser à placer les intérêts du peuple au-dessus de nos intérêts propres. Si Issa Tiroma Bakari venait à perdre cette élection, il devrait convaincre la plèbe à accepter sa défaite et à s'aligner pour les 7 années qui arrivent, le temps qu'on se prépare mieux. Voilà ma position. Mais si Issa Tiroma viendrait également à gagner cette élection, le président sortant devrait convaincre ses suppôts à accepter qu'ils ont été là le temps qu'ils ont été là. Ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais que le destin du pays était confié à un autre fils de ce pays. En fin de compte, les frères Betty ne sont en rien comment je vais le dire? Ils ne sont en rien les instruments d'un camp. Ils ne sont en rien la bête à abattre dans un cas ou dans l'autre. Il n'y a pas de problème Betty après Paul Biya dans ce pays. Les intellectuels de tous bords. Notre rôle est d'éclairer le peuple, d'éclairer nos congénères et nos confrères, et non de les abasourdir, et non de les enfoncer dans des replis identitaires primaires. La nation que nous voulons pour nos enfants et nos petits-enfants demain est une nation qui doit aller au-delà de chaque tribu. Personnellement, je ne vais pas répéter ici les injures dont je fais l'objet de la part des gens de ma communauté, qui estiment que je m'oppose aux gens de ma communauté. Comme quoi, moi je devrais soutenir par exemple Cabral Libi parce qu'il est Bassa. En plus d'être Bassa, nous sommes du même clan, c'est-à-dire des Longones. Je vous assure, en 2018, j'ai soutenu plus que tous ces gens, Cabral Libi. J'ai organisé au sein de la famille Longone une quête pour Cabral Libi. Dès qu'il dit que c'est pas faux, que c'est faux, je cite les noms de ceux qui cotisaient autour de moi. Ceux qui se cotisaient. Cabral sait que j'ai eu pour lui une très grande affection. Ce n'est pas de la haine aujourd'hui. C'est simplement, comme je l'ai dit par le passé, et je l'observe, et je l'ai observé à l'occasion de cette élection, la mollesse de Cabral Libi ne traduit pas la fermeté d'un homme politique d'opposition. J'estime qu'il n'a pas, je ne vais pas dire ce mot-là, nécessaire pour être un vrai opposant. Du coup, lui donner ma voix, c'est comme la donner au RDPC. C'est pour cela que je ne le vote pas. D'ailleurs, vous avez suivi la sortie malheureuse de mon frère à l'occasion de cette élection, où il a dit qu'il était 3e à l'élection présidentielle au vu des PV. Bon, attendez. Donc, le premier à avoir déclaré les résultats de l'élection présidentielle, c'est donc Cabral Libi, parmi les candidats. En disant qu'il était 3e, en logique, on ne peut connaître son rang que si on connaît les rangs de ceux qui viennent avant nous. En le disant, Libi a dit que lui, il connaissait déjà le premier et le deuxième, et que lui, il s'était classé 3e.
Proclamer les résultats, ce n'est pas seulement dire qui est le premier. Non, non, je crois que proclamer les résultats, c'est donner le rang des gens. Dans nos salles de classe, moi j'ai été professeur dans les lycées et collèges. Il arrivait que certains professeurs commencent par lire les notes à partir du dernier, en remontant jusqu'au premier. Mais c'était déjà de la proclamation. C'est ça, proclamer. C'est-à-dire que quand Libye commence par le troisième, il proclame les résultats. Il s'arrête là, pourquoi? Pourquoi nous prive-t-il du bonheur de connaître le deuxième et le premier, que lui, il connaît déjà, puisqu'il connaît son rang troisième? Mais personne ne lui en a voulu, parce que dans le non-dit de la déclaration de Cabral, je ne suis pas premier, je ne suis pas président. Je veux dire à l'autre membre de l'opposition, Issa Tiroma, qu'il n'est pas premier, il n'est pas président. Nous sommes deuxième et troisième. Donc, laissons, comme moi j'ai accepté ma défaite, je l'invite à accepter la sienne. Voilà ce qui s'est fait. Et que j'avais annoncé par le passé, dans d'autres directs que j'avais fait. J'avais dit que même s'il venait à gagner l'élection, je ne serais pas prêt à défendre sa victoire. Mais dis pour toi, comme les enfants disent, dis pour toi. Laisse Tiroma dire sa part. Tu as dit que tu es troisième. Dans le même ordre, Tiroma peut dire qu'il est premier. Bia peut nous faire le bonheur de dire qu'il est deuxième. Et vous voyez, si chacun choisit son rang comme ça, voilà, ça nous libère. Tout le monde est gagnant. D'ailleurs, deuxième sur 12, c'est pas mauvais. Si chacun se choisit un rang comme ça, puisque Cabral lui-même est content d'être troisième sur 12, pourquoi Bia ne serait pas content d'être deuxième sur 12? Non. Pour être plus rigoureux, plus sérieux, les choses sont allées à volo, les choses sont allées dans tous les sens. Nous devons les recentrer. Je vais me permettre de répondre à quelques questions avant de clôturer, de clore, s'il vous plaît, pardon pour moi, ce direct. Alors, l'une des questions qui est revenue, pourquoi avez-vous évité de citer Meillon, c'est-à-dire Mathias, Eric ou Onangini, parmi les intellectuels? Non, je vais vous dire, pour les avoir côtoyés tous, Meillon n'est pas dans le RDPC, et ça je l'affirme, par tribalisme. Non. Non et non. Si j'avais parlé d'une autre notion, j'aurais cité Meillon. Mais je vous dis, personne n'a pu dire à Meillon qu'entre dans le RDPC parce que si demain, écoutez mon raisonnement, j'ai dit ici, on a dit en Kei, que sauve les bêtis. On a dit que si... Non, Meillon est bassa par sa mère. Si on l'attaque chez les bêtis, il va dire que je vais à Pouma. Le petit frère de Meillon porte un nom bassa et travaille à la SIC. Lui porte... Donc Meillon aurait aussi pu porter un nom. Non. Meillon est dans le RDPC pour d'autres raisons. Ce n'est pas elle que j'évoquais aussi. Ça peut être des conflits de classe. Meillon, par exemple, on peut lui avoir dit que ton père a servi ce système toute sa vie. Et donc, ne crois pas que toi, tu peux t'opposer au système. Ça, ce n'est pas du tribalisme. C'est ainsi que les enfants de Jean Kuete sont obligés de servir le système, alors que Jean Kuete n'est pas bêtis. Les enfants de Joseph Oona, pour quelques-uns, peuvent donc être contraints de servir le RDPC, non pas parce que c'est l'affaire des bêtis, mais c'est parce qu'ils croient qu'ils sont redevables au RDPC de par leur patronyme. Voilà. Que pensez-vous d'un candidat qui n'aborde pas les questions géopolitiques? Non. J'ai dit personnellement à l'occasion de cette élection qu'elle était une élection pour ma part de transition. Ce que j'attendais des candidats, ou que j'attendais des candidats, n'était pas le caractère trop savant de leur programme, mais c'était des points précis. Parce que même Tiroma, que nous disons vouloir comme chef d'État, nous le voulons comme président de transition. Nous ne voulons pas Tiroma comme président éternel du Cameroun. Nous disons non. Nous disons que Tiroma, s'il devenait président, ce serait pour remettre à plat les institutions,
corriger les aspérités du code électoral, remettre le Cameroun sur les rails de la démocratie. C'est son rôle. Maintenant, des manipulations du genre, il est allé s'affilier à la France et tout. Bon, je ne vais pas rentrer dans ça. Tu vois Clément, troisième question, tu vois Clément Atangana proclamer ITB vainqueur, si c'était le cas. Je n'ai pas besoin de voir Clément Atangana. J'ai besoin que Clément Atangana fasse son travail. Je souhaite que si Issa Tiroma est le candidat vainqueur, que Clément Atangana, président du Conseil constitutionnel, dise que Issa Tiroma est vainqueur. C'est tout. Ce n'est pas un souhait. C'est ce qu'il devrait faire si c'est le cas. Maintenant, s'il ne le fait pas, j'ai répondu à la question. Il peut dire autre chose et les gens qui entendent cette autre chose refusent d'entendre. Nous pouvons refuser d'entendre ce qu'il a dit. Il dit et on dit qu'on n'entend pas ça comme ça. C'est ce que j'ai dit. Donc, et dans tous ces cas de figure, il faut mettre en avant l'humilité. Il faut se départir de cette suffisance arrogante qui commence à nous inquiéter quand même. Donc, nous sommes parvenus au terme de notre direct. Merci de nous avoir suivis. Je vous remercie particulièrement pour votre fidélité, en dépit des petits couacs qu'il y a eu. Je vous invite tout particulièrement à vous abonner massivement sur ma chaîne YouTube, Pierre Blériot Niemek officiel. Je veux croire qu'à la fin de cet échange, tous ceux qui sont sur Facebook vont basculer également sur notre chaîne YouTube Pierre Blériot Niemek officiel. Le lien est également sur Facebook. Faites-le pour encourager cette jeune chaîne qui vient juste d'être lancée. Et pour que nous continuions, vous savez, en semaine, je transmets les sagesses du jour, je transmets les leçons de vie. On va continuer d'enrichir cette chaîne YouTube en attendant un projet plus important qui est en gestation. Je ne vais pas vous quitter. Ni aujourd'hui, ni demain qui arrive là. Nous sommes encore ensemble. Je tire ma force de vous. Peut-être certains, je vais sortir par ça, hein, estiment que Bansinke nous a déçus, Niemek aussi un jour va nous décevoir. Je vais vous dire que ce n'est pas faute d'avoir reçu des propositions que je ne vous ai pas encore reçues. Et je ne suis pas avec vous pour vous faire plaisir. C'est mon âme qui m'oblige à être comme je suis. Je ne le fais pas pour que vous soyez reconnaissant vis-à-vis de mon attitude, de mon... Non. Je le fais pour me sentir bien, moi-même. L'éducation que j'ai reçue, c'est celle de soutenir la vérité. Je le fais donc simplement pour me sentir bien. Et je sais que ceux qui me suivent vraiment, j'ai aussi quelques personnes qui me blocadent, mais ceux qui me suivent vraiment ont ressenti cela. La différence fondamentale entre un individu comme Nké et moi, c'est que Nké, c'est par révolte, par frustration qu'il est devenu opposant. On s'est attaqué à sa carrière, on a fait ceci, on a fait cela. Il s'est donc fâché. Et quand quelqu'un devient opposant à la suite d'une émotion ou d'un sentiment, il est normal que si ce sentiment baisse, qu'il change. Moi, je n'ai aucune frustration. Je ne veux pas souvent parler de moi. Moi, je n'ai jamais travaillé dans la fonction publique camerounaise. Je n'ai jamais gagné un salaire. Jamais je n'ai gagné un salaire de la fonction publique camerounaise. Du coup, je n'ai pas été... Je ne sais pas si... Mais je ne m'en sors pas mal. Hein? Je ne m'en sors pas mal. Je ne veux pas... Je ne suis pas exhibitionniste comme quelques-uns qui aiment afficher la maison, les voitures. Je me suis toujours battu seul. Et c'est ce que j'essaie de diffuser. Donc il n'y a pas de risque que je me sente frustré. Même si vous, le peuple, vous faites volte-face de main, moi je ne serai pas frustré. Parce que je ne fais pas ça pour vous. Je fais ça pour me sentir bien moi-même. Et je n'ai pour seul juge que ma conscience. Et certainement un petit nombre de gens sages et éclairés. Le reste, je me console
de la vie des êtres humains, chacun étant libre de faire ce qu'il fait, ce qu'il veut. Je souhaite au Cameroun des jours heureux, la paix, la prospérité. Je nous souhaite une fin de processus électoral apaisé, mais surtout juste. Très bonne soirée à vous tous.